Il est rare qu'un tueur en série suscite la sympathie, mais dans cet épisode de Esprit meurtrier, c'est ce qui s'est passé quand une vieille dame à l'air bienveillant se tenait sur le banc des accusés il y a près de 70 ans. Personne ne pouvait croire que la toujours souriante Madame Doss était capable d'assassiner discrètement au moins 11 personnes, y compris 2 de ses propres enfants et petits-enfants. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait, dans sa quête du bonheur éternel qu'elle désirait tant. Au fil des années, elle a été surnommée la grand-mère rieuse, la veuve noire et la tueuse des cœurs solitaires. Ici, nous racontons l'histoire de la tueuse en série la plus improbable d'Amérique, Nanny Doss. Bienvenue dans Esprit meurtrier. En 1905, Louisa Holder, connue sous le nom de Lou, se retrouva enceinte. Jeune fille non mariée au début des années 1900, c'était une honte extrême pour sa famille, et malgré ses efforts pour cacher sa grossesse, elle dut finalement faire face à la colère d'un père furieux, qui se jeta sur sa fille pour la frapper afin de faire disparaître le problème avant d'être arrêté par sa femme. Cependant, le pire restait à venir pour la famille, et Lou fut chassée de la maison et abandonnée par toute sa famille jusqu'à ce qu'elle leur révèle le nom du père. Mais Lou resta déterminée et refusa de révéler le nom du père. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas gâcher sa vie ou parce qu'elle ignorait l'identité du père. Quelle qu'en soit la raison, Lou a affronté cela seule, sans soutien financier ni soutien familial. Elle a survécu difficilement dans une chambre louée à Blue Mountain, en Alabama. Le 4 novembre 1905, Lou a donné naissance à une petite fille qu'elle a appelée Nancy. L'enfant étant né hors mariage, Lou était désormais vue comme une femme déchue par la communauté, et il était peu probable qu'un homme respectable veuille l'épouser. Mais une semaine après la naissance de Nancy, Lou reçut une demande en mariage inattendue d'un agriculteur local en difficulté, James Hazel. Ce mariage fit jaser et beaucoup pensaient que James était en réalité le père de Nancy, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Le couple s'installa dans la vie conjugale à la ferme et le scandale fut vite oublié. Mais Lou était passée d'un cauchemar à un autre, réalisant vite que son nouveau mari était un tyran qui lui aboyait des ordres et la battait lorsqu'il perdait son sang-froid. Il y avait aussi une liste interminable de corvées à accomplir à la ferme, laissant peu ou pas de temps à consacrer à la petite Nancy, ou Nanny comme il l'appelait. Dès que l'enfant a su marcher, il a reçu des corvées pour aider le fermier en difficulté. Nanny a vite subi les mêmes punitions sévères que sa mère de la part de James si elle ne lui obéissait pas. La vie de James tournait autour de la ferme et il calculait tout, allant jusqu'à planifier la naissance de ses 4 prochains enfants en fonction des tâches à accomplir et de la durée pendant laquelle sa femme serait indisponible. Dès l'enfance, Nanny méprisait son père pour sa manière de traiter sa mère et elle, passant la plupart de son temps à s'occuper de ses frères et sœurs et à travailler au champ. Elle n'avait pas le temps pour l'école ni les amis, mais parfois elle pouvait assister aux cours. Elle devait parcourir à pied les 3 km aller-retour, et elle avait tellement de retard sur ses camarades sur le plan scolaire que c'était une expérience pénible. Elle était souvent la cible de moqueries à cause de sa pauvreté et de sa timidité. Nanny a finalement appris à lire et écrire, et lire est devenu pour elle un moyen d'échapper à une vie misérable. Sa mère l'encourageait, économisant difficilement pour lui acheter les romans d'amour qu'elle aimait. À l'âge de 7 ans, Nanny a eu un accident. En train avec sa famille pour voir des proches, un arbre est tombé sur les rails pendant leur trajet. Lorsque le conducteur a freiné soudainement, Nanny a été projetée de son siège et a subi une blessure à la tête entraînant des lésions cérébrales permanentes.
Sa blessure lui a causé maux de tête, dépression et une rage incontrôlable qui l'ont tourmenté toute sa vie. Son père a refusé qu'elle voie un médecin, disant qu'il avait besoin d'elle pour les corvées, donc la blessure n'a pas été soignée. Nanny, désormais sujette à des humeurs noires, est devenue brutale et frappe souvent ses jeunes frères et sœurs. Elle avait perdu le peu de respect qu'elle portait à son père, pensant qu'il se fichait de sa vie ou de sa mort. Il l'a toujours traitée plus mal que ses autres enfants, peut-être parce qu'il doutait qu'elle soit la sienne. Nanny ne vivait plus que pour ses romans d'amour et était obsédée par l'idée de trouver son prince charmant. Et la romance est devenue son rêve, et sa seule ambition était de trouver un amant qui l'arracherait à son existence misérable. Trouver l'amour n'allait pas être facile dans l'Alabama rural, surtout que James interdisait à ses filles de se rendre attirantes et refusait de les laisser assister à quelque rassemblement social que ce soit. Un jour, il surprit Nanny se coiffant et la battit avec une canne, affirmant que tous les hommes étaient eux des animaux lubriques. Ironiquement, les hommes lubriques évoqués faisaient peu partie de sa famille et certains agressaient régulièrement Nanny lors des visites, tandis que son père la blâmait toujours pour ces incidents. À l'âge de 15 ans, alors que la ferme avait des problèmes financiers, Nanny fut autorisée à sortir pour trouver du travail afin d'aider aux finances et commença un emploi à la filature de lin de Blue Mountain. Ce travail offrait à Nanny la liberté de s'habiller comme ses camarades et de se faire des amis pour la première fois, et même si elle n'était toujours pas autorisée à porter du maquillage, elle commençait à mener une vie plus normale pour une fille de son âge, et elle adorait ça. Jeune adolescente jolie, elle attirait l'attention des jeunes hommes. Malgré la réputation de sa mère, qui la rendait peu désirable pour le mariage, elle restait très courtisée. Un garçon en particulier semblait épris d'elle, il s'appelait Charlie Braggs, et 4 mois après leur rencontre, Charlie, âgé de 17 ans, et Nanny, âgée de 16 ans, se sont mariés. Ce n'était pas la grande histoire d'amour qu'elle avait lue dans ses livres. En fait, elle connaissait à peine son mari, et le mariage avait été arrangé par son père, heureux de se débarrasser de sa fille rebelle. Même si ce mariage n'était pas celui dont elle rêvait, Nanny voulait être une bonne épouse et était heureuse d'échapper enfin à l'autorité de son père. Cependant, cette satisfaction initiale s'est transformée en horreur lorsqu'elle a réalisé que Charlie et elle partageraient leur maison avec sa mère autoritaire, et il était clair dès le début que, pour Charlie, sa mère passait avant Nanny, pas l'inverse. Mère Braggs critiquait sans cesse Nanny, et son mari soutenait souvent sa mère au lieu de sa femme. Elle a même interdit à Nanny de lire ses romans d'amour préférés, assimilant leur contenu à une tromperie envers son fils. Nanny était tellement malheureuse qu'elle s'est mise à fumer cigarette sur cigarette et à boire, tout cela sous l'œil attentif et critique de sa belle-mère. Nanny n'avait plus qu'une issue, avoir des enfants, ce qu'elle fit. En l'espace de 4 ans, Nanny donna naissance à 4 filles, une par an entre 1923 et 1927. Cependant, à ce stade, Nanny détestait son nouveau mari et sa vie, et elle ne tarda pas à chercher du réconfort dans les bras d'autres hommes. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi les habitants au sujet des agissements immoraux de Nanny, et finirent par parvenir à sa famille, mais ni Charlie ni sa mère n'y firent de face. Au lieu de cela, Charlie commença à avoir ses propres aventures, et il était évident que le mariage était voué à l'échec. Pourtant, malgré le cours de sa vie, Nanny rêvait encore d'une grande histoire d'amour et qu'un jour quelqu'un la sauverait de cette misère. Sa seule planche de salut était son amour intense pour ses enfants, en particulier pour son aînée, Malvina. Mais avec le temps, elle commença à en vouloir à ses 3 autres enfants et à leurs exigences, et dans son esprit, elle avait bien trop d'enfants dont s'occuper. Nanny se souvenait combien c'était merveilleux d'avoir seulement son premier et préféré enfant, Malvina, et le lien profond qui les unissait. Dans son esprit tordu, Nanny pensait qu'il valait mieux avoir un seul enfant heureux et épanoui, aimé et soigné au maximum de ses capacités, plutôt que d'avoir 4 enfants malheureux. Le mariage des Braggs était si brisé que Charlie passait souvent plusieurs jours loin avec d'autres femmes.
Un jour après être rentré d'une de ses escapades, Charlie fut accueilli par une foule rassemblée devant la maison qu'il partageait avec Nanny et sa mère. Il ignorait la raison, mais horrifié, en entrant chez lui et voyant sa famille en larmes, il apprit que ses 2 filles du milieu étaient un temps mortes d'une intoxication alimentaire. Au cours des jours suivants, Nanny semblait se délecter de l'attention et de la sympathie que lui témoignaient à la fois sa famille et la communauté soudée. Elle fut louée pour son stoïcisme et sa dignité, et personne n'osa dire un mot contre elle alors que tous tentaient d'accepter la tragédie. Nanny insistait pour que les funérailles aient lieu au plus vite afin d'enterrer ses bébés et commencer son deuil. Des médecins présents lors du décès des filles ayant diagnostiqué une intoxication alimentaire, aucune autopsie n'a été demandée et les corps ont été remis pour l'inhumation. Personne ne s'est demandé comment elles avaient été empoisonnées, juste qu'elles avaient mangé du grain avarié dans leur bouillie le matin de leur mort. Nanny n'a jamais été soupçonnée d'être impliquée dans la mort de ses filles. Après la mort tragique des filles, c'est Charlie qui a subi la colère de la communauté. Où était-il quand sa famille avait le plus besoin de lui ? Charlie était passé d'un homme apprécié et populaire à un paria de la communauté. Même sa mère bien-aimée a soutenu Nanny et tous l'ont prise en pitié, ce qui a accru son statut dans la petite communauté de Bluetown, Alabama. Tout le monde aimait Nanny Braggs. Charlie avait le vague soupçon que sa femme était liée à la mort des filles, et dans un geste choquant qui attira encore plus de mépris sur lui. Une nuit, peu de temps après avoir enterré ses 2 filles, Charlie fit ses valises, prit sa fille aînée Malvina de son lit et s'enfuit de la maison familiale. Il aurait aussi emmené Florine, le bébé, mais elle était blottie dans les bras de Nanny. L'élan de sympathie envers Nanny doubla après que son mari volage disparut avec sa fille aînée et préférée. Mais au lieu d'être brisée, Nanny se délecta à nouveau de l'attention, même si la perte de Malvina la toucha plus durement que celle de ses 2 autres filles. Bien qu'elle ait encore un enfant à charge, ce n'était pas celui qu'elle désirait. 1927 fut difficile pour Nanny, non à cause de la perte de ses filles, mais parce qu'elle manquait d'argent pour la vie qu'elle pensait mériter, après s'être débarrassée de ses enfants. Alors elle est retournée travailler à la filature de coton pour aider à subvenir aux besoins de Florine et de la mère de Charlie, toujours présente mais désormais vieillissante. La vieille mère Braggs était mourante. La santé de la mère de Charlie, affaiblie par les actes de son fils, dépendait désormais entièrement de Nanny pour ses soins et sa nourriture. Et à l'été 1927, elle est décédée. On a pensé que la vieille dame était morte naturellement, sans s'interroger. Mais une autopsie aurait montré que mère Braggs avait été empoisonnée par les pruneaux à l'arsenic que Nanny avait préparé la veille de sa mort. Nanny avait désormais la maison pour elle seule, à part un enfant à garder. La vie était plus proche des rêves de Nanny. Cependant, sans le revenu de son mari, elle avait des soucis d'argent et la maison tombait en ruine. À l'été 1928, Charlie et Malvina réapparurent. Ils étaient accompagnés d'une femme et d'un petit garçon. Charlie avait trouvé une autre femme pour remplacer Nanny et était revenu réclamer sa maison. Nanny accepta sa défaite, rassembla ses affaires, prit Malvina et Florine et laissa la maison à Charlie et à sa nouvelle femme. À ce stade, Charlie ne doutait pas que si seuls lui et Nanny étaient bien présents, elle les aurait tués. Nanny dut retourner à la ferme de son enfance où les exigences de son père reprirent. Après 8 ans, son mariage avec Charlie prit fin par un divorce dû à son infidélité. Nanny chercha de nouveau du travail loin de la ferme familiale, laissant ses enfants à sa mère pour s'en occuper. Elle trouva un emploi dans une filature de coton à Anniston et repartit en quête du véritable amour, attirant de nombreux prétendants. Mais aucun ne lui convenait, alors elle consulta bientôt les petites annonces matrimoniales des journaux locaux. Après avoir échangé avec plusieurs hommes, Nanny tomba amoureuse de Frank Harrelson, ouvrier d'usine de 22 ans. En moins de 2 mois, le couple s'est marié et la plupart des habitants sont venus à l'église souhaiter du bonheur à la femme éprouvée par la perte. Après le mariage, Nanny, Frank, Malvina et Florine ont déménagé à Cedartown, en Géorgie, où Frank avait trouvé un emploi à l'usine textile Goodyear.
Au début, Nani croyait avoir épousé l'homme idéal. Ils passaient des nuits romantiques dans leur cabane en rondins et elle n'avait plus de soucis d'argent. Cependant, elle réalisa rapidement que Frank avait un problème d'alcool et passait ses soirées à boire avec ses amis. Quand il buvait, il devenait violent et a plusieurs fois fini en prison pour s'être battu. Comme auparavant, Nani s'entourait des romans d'amour qu'elle adorait, rêvant toujours de la vie parfaite qu'il décrivait. La fille aînée de Nani, Malvina, est devenue aussi belle que sa mère et, bientôt, les garçons du coin se sont empressés de la courtiser, tous sous l'œil vigilant de Nani. Un jeune homme en particulier, nommé Mosey Haynes, reçut son approbation et fut autorisé à fréquenter Malvina. Mosey, 18 ans, possédait une maison, un emploi stable, et traitait Malvina et Nani en vrais gentlemen. Le couple s'est marié en 1942 et moins d'un an plus tard, Malvina annonça qu'elle était enceinte. Nani prétendait être heureuse pour sa fille, mais pensait en réalité que sa vie serait finie avec des enfants, l'empêchant d'être pleinement heureuse. Craignant qu'elle ne soit piégée pour le reste de sa vie, comme elle l'avait été avec un homme froid et indifférent. Nani ne voulait pas que sa fille préférée vive la même vie qu'elle. Le petit garçon est né en 1943 et il est devenu la prunelle des yeux de Malvina et Mosey, qui chérissaient dans l'enfant qu'ils appelaient Robert. Nani jouait aussi la grand-mère attentionnée et aidait sa fille dès qu'elle le pouvait, rapprochant mère et fille comme quand Malvina était plus jeune. Florine a également emménagé avec sa sœur, en partie pour aider avec le bébé et en partie pour échapper à la vie avec Nani et Frank. Florine n'avait jamais été la préférée de Nani, toujours traitée comme une nuisance, et éprouvait une froide indifférence envers sa mère. Cependant, en 1944, le pire cauchemar de Nani devint réalité lorsque Malvina annonça qu'elle était de nouveau enceinte. Elle croyait que ce deuxième bébé, arrivé si vite après le premier, gâcherait la vie de sa fille comme ses propres enfants avaient engâché la sienne. Dans l'esprit de Nani, ce nouveau bébé allait tout gâcher. Contrairement à sa première grossesse, la deuxième grossesse de Malvina fut plus compliquée, et cet accouchement très douloureux fut traumatisant. Elle appela sa mère pour être réconfortée, et Nani accepta volontiers, tenant la main de sa fille et lui tamponnant le front. Après de longues heures, une fille en bonne santé est née, mais Malvina, trop épuisée pour la porter, laissa Nani s'en occuper. Quelques minutes plus tard, le bébé était mort. Un examen n'a révélé aucune cause définitive du décès, et l'on a supposé que le long travail avait privé l'enfant d'oxygène. Malvina, le cœur brisé, est rentrée avec sa sœur et son mari, et c'est alors qu'elle a évoqué un cauchemar fait à l'hôpital. Sous l'influence de l'éther, elle a dit à sa sœur que, dans son rêve, leur mère retirait une épingle de son chapeau et la plantait dans la fontanelle du nouveau-né. Florine comprit rapidement qu'après la mort du bébé, en consolant sa sœur à l'hôpital, elle se souvenait avoir vu sa mère faire tourner une épingle à chapeau entre ses doigts. La sœur horrifiée rejeta l'idée que leur mère puisse être responsable de la mort du bébé. Il était sûr qu'une mère ne tuerait pas sa petite fille. Cependant, cette pensée hantait Malvina et, combinée au chagrin de la perte de son bébé, elle sombra dans le désespoir, laissant souvent le petit Robert avec Nani lorsqu'elle n'arrivait pas à faire face. Mosey était aussi anéanti et le couple commença à s'éloigner. Malvina trouva du réconfort auprès d'un soldat. Nani était furieuse et voyait Malvina commettre toutes les mêmes erreurs qu'elle avait faites. Après une violente dispute, Malvina partit passer une nouvelle nuit d'ivresse, laissant encore le petit Robert, 2 ans, avec Nani. Toute la colère accumulée chez Nani à propos de sa vie et de celle de sa fille atteignit son paroxysme, et quelqu'un devait payer. Ce fut le doux et innocent Robert. Nani avait passé la journée à préparer ses biscuits préférés, comme toute grand-mère attentionnée. Cependant, ces biscuits étaient empoisonnés au poison pour rats, et en les offrant au petit garçon enthousiaste, Nani savait qu'il mourrait bientôt. Nani s'est couchée et a dormi profondément, sachant qu'à son réveil, le petit Robert ne serait plus là. Ce matin-là, Nani fit semblant d'essayer frénétiquement de réveiller son petit-fils et appela un médecin qui déclara qu'il était mort d'asphyxie due à des causes naturelles. Aujourd'hui, on parle de mort subite du nourrisson. L'état de Nani n'incita pas le médecin à soupçonner quoi que ce soit.
Après tout, on la connaissait comme une femme charmante qui avait déjà enduré les pires souffrances de la vie. Et pour la deuxième fois, Nanny fut entourée de la sympathie de ses amis, de sa famille et de la communauté locale. Malvina était bouleversée de chagrin et de culpabilité, soupçonnant que sa mère était liée à la mort de son fils, même si personne ne la croirait. Lors des funérailles du garçon, Nanny fit une démonstration de chagrin digne d'un Oscar, se jetant hystériquement dans la boue alors que le cercueil était descendu et devant être relevé par son mari et sa famille. Nanny n'a pas assisté à la réception après les funérailles, elle est rentrée chez elle pour faire son deuil. Cependant, son mari y a assisté avec ses filles adoptives et ensemble ils ont discuté de leurs soupçons concernant l'implication de Nanny dans la mort des 2 bébés de Malvina. Et à leur grande horreur, Frank s'est levé et a dit « Je parie que je suis le prochain ». Sa prédiction s'est révélée exacte. Quelques semaines après avoir enterré son petit-fils, Nanny enterrait son mari Frank. Frank était sorti boire pour fêter la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la soirée, Nanny est allée chercher son mari ivre, et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, il l'a violée brutalement. C'en était trop pour Nanny, qui avait enduré 16 ans de mariage avec un mari brutal. Il devait disparaître. Le lendemain, Frank titubait vers le travail, pendant que Nanny soignait son jardin. En creusant près des bordures, elle trouva une bouteille d'alcool de contrebande de son mari, pleine de liqueur. Il cachait ses bouteilles pour éviter que Nanny ne jette sa boisson, et elle savait qu'il reviendrait la chercher. Nanny saisit sa chance, elle retira la bouteille du sol et en versa un peu du contenu, qu'elle remplaça par du poison pour rat avant de réenterrer la bouteille. Ce soir-là, Nanny se coucha, sachant que son mari rentrerait ivre, reprendrait sa bouteille cachée et la boirait. Comme prévu, c'est exactement ce qui s'est passé. Au matin, Nanny découvrit le corps sans vie de son mari dans le jardin. À son arrivée, le médecin craignit plus une contamination de l'alcool de contrebande qu'un crime, Frank étant connu pour aimer boire. Nanny ayant rincé la bouteille, aucune preuve n'était disponible, et on conclut que Frank s'était tué à boire. Aucune autopsie ne fut pratiquée, et ses funérailles, très suivies, se déroulèrent sans incident, Nanny jouant une fois de plus à la perfection le rôle de la veuve éplorée. Florine et Melvin assistèrent aux funérailles de leur père adoptif, mais ce fut la dernière fois que Nanny vit ses filles, désormais persuadée qu'elle était responsable de tous les décès familiaux. À la suite de la mort de Frank, Nanny hérita de façon inattendue d'une coquette somme provenant de son assurance vie, et elle l'investit aussitôt dans un terrain de 4 hectares à la périphérie de Jacksonville, où elle fit construire un cottage rempli des livres qu'elle aimait lire. Nanny loua le terrain et, pour la première fois, se trouva financièrement à l'abri, n'ayant plus qu'à s'occuper d'elle-même. Cependant, une grande partie de sa famille étant désormais éloignée d'elle, Nanny se sentait seule. Elle reprit donc sa quête de l'amour à travers les rubriques de cœurs solitaires des journaux, et avec sa nouvelle richesse, Nanny cherchait à trouver mieux que ses 2 précédents maris. Elle étudiait attentivement les nombreux hommes qui la contactaient par lettre et voyageait souvent à travers les États-Unis pour rencontrer des prétendants potentiels. Comme prochain mari, elle choisit Harley Lanning. Il n'était pas du coin, il vivait à 2 États de là, à Lexington en Caroline du Nord. Harley, vétéran de la marine, dirigeait une équipe d'ouvriers et avait un emploi stable. Il était fasciné par la beauté et l'apparence impeccable de Nanny, et ils décidèrent de se marier après leur première rencontre. Nanny a quitté sa vie en Alabama et a emménagé avec son nouveau mari dans sa maison confortable à Lexington, et au début le couple semblait mener une vie parfaite ensemble. Cependant, Nanny commença à se méfier de son mari, pensant qu'il voyait d'autres femmes, et bien qu'il ne soit pas un buveur de whisky endurci comme ses 2 précédents maris, il buvait tout de même trop de vin et de bière. Mais il était désespérément amoureux de Nanny et essayait de cacher ses écarts en lui mentant. La situation a empiré quand il est rentré tard après avoir vu une autre femme, poussant Nanny à le quitter brièvement. Cela a suffi à forcer Harley à changer de comportement et il a fait de gros efforts pour rester loin des femmes et arrêter de boire. Mais il était dépendant et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il rechute, et le cycle des excuses et du pardon a continué pendant des années. Chaque fois que Nanny quittait Harley et retournait dans son cottage à Jacksonville, elle trouvait du réconfort dans les bras de divers autres hommes qu'elle rencontrait grâce aux petites annonces des cœurs solitaires, aucun d'entre eux ne se doutant qu'elle était une femme mariée. Mais Nanny n'était pas heureuse.
Elle recevait rarement des nouvelles de sa famille en Alabama et se sentait isolée et insatisfaite dans son mariage. Une profonde dépression la toucha et elle se soucia de moins en moins de son apparence et de son image d'épouse parfaite. Elle s'excusa même auprès de son mari au lieu que ce soit l'inverse. Un jour, quelque chose a changé et elle est redevenue l'épouse attentionnée et glamour du début de leur mariage. Elle cédait à tous les caprices de son mari et a passé le mois à préparer ses friandises préférées. Un soir, elle proposa de préparer à Harley sa tarte préférée aux pruneaux sucrés et, alors qu'il s'asseyait pour savourer la gourmandise, il a dû remarquer l'étrange arrière-goût amer, mais il était probablement trop effrayé pour le dire à sa femme après tous ses efforts. Le lendemain matin, Harley était mort. Nanny passa plusieurs appels au médecin qui, à son arrivée, déclara qu'Harley était mort d'une crise cardiaque sans éveiller de soupçons. Harley était un homme populaire à Lexington et les habitants de la ville se rassemblèrent dans un deuil collectif, se mobilisant autour de la pauvre Nanny, la soutenant dans son moment de besoin et, comme en Alabama, elle devint le centre de l'attention et de la sympathie. Pour apaiser la famille d'Harley et maintenir la comédie, Nanny s'installa chez sa mère après les funérailles. Elle s'était déjà renseignée sur l'assurance vie d'Harley et commençait à vendre leur maison. Cependant, Nanny fut choquée d'apprendre qu'Harley n'avait pas modifié son testament après leur mariage. Si la majeure partie de sa fortune lui revenait, la maison avait été léguée à sa sœur. Nanny a résolu ce problème en incendiant la maison pour toucher l'assurance à son nom. Après que la maison ait été réduite en cendres, les habitants commencèrent à se méfier de Nanny, mais elle était devenue experte dans la gestion de l'opinion publique, alors elle orchestra un plan pour s'occuper de la mère d'Harley, qui avait beaucoup d'influence dans la communauté. Nanny cédait à tous les caprices de la vieille dame, passant des heures à préparer ses repas et pâtisseries. Et lorsque Madame Lanning tomba malade, Nanny s'occupa d'elle avec amour, lui donnant des pruneaux compotés alors qu'elle était alitée. Elle n'allait pas bien depuis la mort de son fils unique, et il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne le rejoigne. Au printemps 1952, Madame Lanning est décédée. Les soupçons envers Nanny ont disparu après qu'elle ait veillé la vieille dame jusqu'à la fin, malgré sa propre peine. Nanny est restée jusqu'aux funérailles de sa belle-mère, puis a quitté Lexington définitivement avec l'argent de l'assurance héritée pour retourner dans son cottage en Alabama. De nouveau seule, Nanny a cherché un mari dans les petites annonces matrimoniales, mais a dû interrompre quand elle a appris la grave maladie de sa sœur Dovie. Comme une sœur dévouée, Nanny s'est rendue chez Dovie et a trouvé sa sœur dans un état terrible à cause d'une sorte de maladie débilitante. Nanny s'est occupée d'elle, mais après une semaine, a estimé que sa sœur allait mourir et a préféré l'aider à partir. Ainsi, après lui avoir donné des pruneaux compotés, Dovie est décédée. Encore une fois, Nanny a suscité la sympathie lors des funérailles de sa sœur et offert un buffet remarquable aux personnes en deuil. Étrangement, les parents de Nanny et Dovie étaient absents. Nanny était en froid avec eux depuis des années, contrairement à Dovie. Nanny a appris plus tard par son frère que la raison était que leur père était décédé. Après avoir appris la nouvelle, Nanny a été bouleversée de façon inattendue. Elle détestait son père à cause de la façon dont il l'avait traitée lorsqu'elle était enfant. Et dans son esprit, elle pensait qu'un jour, elle se vengerait de lui, mais maintenant qu'il était mort, elle ne pouvait plus réaliser ce souhait. Nanny décida de retourner à la ferme de son enfance pour réconforter sa mère Lou. Lou était démunie après la mort de son mari, qui laissait d'énormes dettes et la ferme reprise par la banque. La seule de ses enfants ayant les moyens de s'occuper d'elle était sa fille Nanny, avec qui elle était brouillée. Après avoir réglé les affaires de la ferme, Nanny dut ramener sa mère vivre avec elle dans le cottage en Alabama. La ville de Blue Mountain a de nouveau salué la gentillesse de Nanny pour avoir aidé et pris soin de sa mère âgée en période difficile. De retour au cottage, Nanny en voulut vite à sa mère, qui l'empêchait de revoir les hommes rencontrés via les petites annonces matrimoniales. Malgré sa rancœur, Nanny cuisinait, faisait le ménage et s'occupait de sa mère lui préparant de bons repas. Quand la vieille femme devint grabataire et tomba plus malade, Nanny la nourrissait à la main avec des pruneaux compotés. Lorsque Lou est décédé, toute la ville était venue à ses funérailles, et Nanny a de nouveau reçu la sympathie de tout le monde.
Enfin, Nanny était vraiment libre de ses parents, de ses enfants et de ses frères et sœurs, et elle comptait bien en profiter au maximum. Mais l'âge la rattrapait, et elle n'était plus attirée par les jeunes hommes comme avant. Elle porta donc son attention sur un homme plus mûr, et elle fréquenta une organisation appelée le Diamond Circle Club, une sorte de groupe de rencontres pour les membres âgés ou aisés de la société. Comme toujours, Nanny trouvait facilement des hommes pour sortir avec elle. La plupart étaient une veuf ou divorcés cherchant une épouse pour s'occuper d'eux, ce que Nanny ne souhaitait pas vraiment. Cependant, un homme se démarquait, Richard Morton du Kansas. Moins d'un mois après leur rencontre, ils se sont mariés et Nanny a commencé une nouvelle vie là-bas. Au début, sa vie était idyllique. La maison dans laquelle il vivait était parfaite, et Richard, qui était à la retraite, était attentionné et toujours présent. C'était un homme riche qui lui offrait des cadeaux, la vie dont Nanny rêvait enfant en lisant des romans d'amour à fin heureuse. Rapidement, Richard a commencé à faire de longues sorties en ville pour faire des courses. À son retour, il offrait toujours des cadeaux coûteux à Nanny. Mais ces voyages devinrent plus réguliers et plus longs, et Nanny voulait savoir ce qu'il faisait. Et l'occasion de se rendre au salon de coiffure en ville lui a appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Encore une fois, Nanny avait épousé un homme qui avait une série d'autres femmes, certaines bien plus jeunes qu'elle, qu'il allait voir régulièrement. L'homme avec qui elle pensait passer le reste de sa vie était un infidèle en série. Nanny n'a jamais dit à Richard ce qu'elle savait. Elle a repris l'écriture de lettres à des hommes des rubriques « Cœur solitaire ». Elle a également rempli plusieurs demandes d'assurance vie au nom de son mari et a découvert qu'il n'était pas aussi riche qu'elle le pensait au départ, alors elle a aussi cherché à augmenter certaines de ses assurances vie existantes. Les jours de Richard étaient comptés. 3 mois après le mariage, Nanny prépara une tarte aux pruneaux et pommes imprégnée de poison pour rats. Le lendemain, le 3e mari de Nanny était mort. C'était un vieil homme, nul ne soupçonna rien. Peu de temps après les funérailles, Nanny encaissa les polices d'assurance et quitta le Kansas en femme riche. Nanny poursuivit sa recherche du mari parfait. Elle avait le sentiment d'avoir été profondément déçue par les 3 précédents, alors elle abaissa ses critères concernant l'apparence et l'âge et se mit à la recherche d'un homme fidèle à la place. Elle choisit Samuel Doss, un homme de 59 ans originaire de l'Oklahoma. Doss, inspecteur des routes de l'État et prédicateur laïque, ne fumait pas, ne buvait pas et ne courait pas les femmes. Pour Nanny, il était l'opposé de tous les hommes qu'elle avait connus et elle avait choisi de l'épouser. En juin 1953, le couple s'est marié. Aucun homme n'est parfait. Même sans boire ni tromper sa femme, Samuel avait d'autres défauts que Nanny jugeait insupportables. Samuel était un perfectionniste avare et elle trouvait ses exigences beaucoup trop élevées. Tout était si réglementé et il n'aimait pas qu'elle lise ces romans d'amour qu'elle adorait. Et Nanny découvrit que chaque aspect de sa vie était planifié et qu'il n'y avait aucune place pour les luxes ou les petits plaisirs, juste le strict minimum de confort pour vivre. Après 3 mois avec Samuel, Nanny était repartie dans son cottage en Alabama. À son arrivée, elle trouva une lettre de Samuel lui demandant de reconsidérer sa décision, mais cela la rendit encore plus furieuse. Il disait que si elle suivait ses règles, il lui donnerait accès à son argent pour qu'elle achète ce qu'elle voulait. Il n'y avait aucune trace d'excuse ni d'expression de son amour pour elle. Cela a choqué Nanny et, dans son esprit tordu, cela lui a rappelé son père, l'homme dont elle ne s'était jamais vengée. Peut-être pourrait-elle satisfaire ce besoin en se vengeant d'un homme qu'elle percevait comme ayant des traits d'intimidateur similaires aux siens. Nanny a pris des dispositions pour retourner auprès de son mari dans le seul but de le tuer. À son retour, Samuel, ravi, a tenu parole. Ils sont allés ensemble à la banque pour que Nanny accède à son compte. Pendant leur séjour, Samuel a aussi changé sa police d'assurance vie, désignant Nanny comme unique bénéficiaire. Samuel a craqué lorsqu'il a refusé à Nanny d'exposer sa collection de romans d'amour chez eux. Il les a condamnés comme pécheurs et mauvais livres. Contrairement à ses autres victimes, Nanny a eu du mal à empoisonner Samuel. Il n'aimait pas les choses sucrées, alors elle a dû trouver autre chose pour masquer le goût de l'arsenic avec lequel elle comptait le tuer. Finalement, elle a choisi d'en mettre un peu dans son café chaque jour. C'était une erreur car elle ignorait combien de temps l'empoisonnement progressif de Samuel prendrait.
Après plusieurs semaines, le poison a commencé à agir sur lui. Il a perdu l'appétit et a maigri, et il s'est alité, tourmenté par d'atroces douleurs à l'estomac. Le médecin est venu sans savoir ce qui n'allait pas, et Samuel a finalement été hospitalisé. Nanny n'avait pas prévu cela, elle était habituée à des morts rapides et sans question. Samuel était un homme extrêmement malade, mais il n'était pas mort, et après 23 jours à l'hôpital, au grand désespoir de Nanny, il s'est rétabli. Comme avec ses précédentes victimes, Nanny joua l'épouse dévouée, restant au chevet de son mari durant sa maladie et recevant les éloges du personnel médical et de la communauté pour sa gentillesse et son amour apparent. Cependant, en secret, Nanny avait souhaité la mort de son mari pendant toute cette période, priant pour qu'il ne rentre pas à la maison et ne vienne pas ruiner sa vie à nouveau. Quand Samuel put quitter l'hôpital, Nanny lui prépara un délicieux repas de bienvenue. Un rôti de porc avec garniture, puis une tasse de son café préféré, chaud et fumant. Samuel, affamé après des semaines de nourriture d'hôpital et de manque d'appétit, dévora chaque bouchée pendant que Nanny remplissait sa tasse de café. Quelques heures après le repas, Samuel se plaignit de maux d'estomac. Nanny le rassura en lui disant que c'était probablement simplement parce qu'il avait trop mangé de la nourriture riche qu'elle avait préparée et elle l'aida à aller se coucher. Cette fois, Nanny avait bien fait. Et le lendemain matin, Samuel était mort. Lorsque le médecin arriva, il déclara rapidement que la mort était due à son ancien problème d'estomac, et Nanny pleura tandis que les voisins se rassemblaient autour d'elle. Nanny voulait enterrer son mari, regagner la sympathie de la ville, toucher l'assurance vie et repartir commencer une nouvelle vie. Cependant, elle n'avait pas prévu que le docteur Schwalbach, intrigué par le cas de Samuel, tenait à découvrir la cause exacte de sa mort. Légalement, le docteur Schwalbach ne pouvait pas pratiquer d'autopsie, mais sa curiosité l'a poussé à demander directement à Nanny l'autorisation d'autopsier son mari. Non pas parce qu'il soupçonnait un crime, mais parce qu'il voulait vraiment comprendre pourquoi son patient était mort après avoir quitté l'hôpital. Lorsque le docteur a demandé à Nanny, elle était entourée de proches venus la réconforter et pleurer son mari. Et Nanny s'est retrouvée dans une situation impossible, alors elle a accepté à contre-cœur. Lorsque le docteur Schwalben a ouvert Samuel, il a trouvé un repas à peine digéré de rôti de porc et tous les accompagnements, ainsi que des restes de café et assez de cyanure pour tuer un cheval. Quelques heures plus tard, la police a emmené Nanny Doss pour l'interroger. Bien sûr, elle a tout nié en bloc et elle semblait avoir adopté une étrange personnalité démente, riant de façon incontrôlable à chaque question qu'on lui posait. Elle n'a rien donné à la police, même s'ils étaient convaincus qu'elle avait empoisonné Samuel. La police avait bien enquêté, travaillant sans relâche pour retracer la vie de Nanny et les morts qu'elle avait causées. La police a poursuivi l'interrogatoire tandis que Nanny flirtait et gloussait. Cependant, son ton a changé à l'évocation de la peine de mort si elle refusait de coopérer. Finalement, après des heures d'interrogatoire, Nanny a ri et a dit « D'accord, j'ai mis du poison à rat dans son café ». C'était le déclic qu'ils espéraient. Au cours des jours suivants, la police a réussi à obtenir des aveux sur ses autres meurtres. C'était un jeu. Il l'écoutait se plaindre de ses maris et en échange d'informations, il la laissait lire ses magazines préférés pendant les pauses. Bien qu'au début, Nanny ait refusé d'admettre avoir tué l'un de ses proches. Toutes ses victimes, sauf ses 2 petits-enfants, ont été exhumées et testées pour un empoisonnement à l'arsenic, révélant la vérité. Quand les journaux ont relayé l'histoire, Nanny a savouré l'attention et était ravie de donner des interviews. Nanny devait être jugée pour le meurtre de Samuel Doss le 2 juin 1955, mais ses avocats n'ont trouvé aucune défense et lui ont suggéré de plaider coupable, ce qu'elle a fait le 17 mai 1955. Le juge a évité la peine de mort, redoutant les réactions si une vieille dame charmante était condamnée. Il l'a condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Nanny a avoué avoir tué 4 de ses maris, sa mère, sa sœur, son petit-fils et sa belle-mère. Elle a nié avoir tué ses 2 filles, bien qu'elle n'ait été jugée et condamnée que pour le meurtre de Samuel Doss. Pendant son incarcération, Nanny a passé les 10 dernières années de sa vie à écrire à ses nombreux admirateurs, sans jamais renoncer à la chance de trouver le véritable amour qui lui avait échappé toute sa vie.
Mais en 1965, Nanny est tombée gravement malade d'une leucémie et est décédée le 2 juin dans l'aile hospitalière de la prison, à l'âge de 59 ans. Il est largement admis que si Samuel Doss avait aimé les pruneaux en compote, Nanny Doss n'aurait jamais été arrêtée et aurait probablement continué sa discrète série de meurtres dans sa quête sans fin de l'amour. Beaucoup ont lié ces meurtres sans remords à une blessure à la tête subie enfant, pouvant avoir endommagé la zone de son cerveau liée à la conscience. Comme beaucoup de tueurs en série, les penchants meurtriers de Nanny trouvent leur origine dans son enfance marquée par un père violent et autoritaire qu'elle ne pouvait satisfaire et qui lui a inculqué que la vie était sans valeur. Sa mère, en revanche, encourageait sa fille à trouver le véritable amour afin qu'elle puisse avoir une vie semblable à celle des personnages de ses romans d'amour, même si elle ne voulait probablement pas dire cela à n'importe quel prix. Pour Nanny, sa quête sans fin de l'amour fut fatale, et pendant des années, personne ne soupçonna que tout ce que faisait Nanny n'était rien d'autre qu'une victime de la tragédie qui avait frappé sa vie. En réalité, elle excellait à jouer l'épouse, la mère et la fille en deuil, et devint absorbée par l'attention que cela lui apportait. Si elle n'avait pas été arrêtée par un mari qui n'aimait pas les douceurs, elle aurait sans aucun doute continué à tuer tous ceux qui se mettaient en travers de son bonheur supposé.